Bienvenue dans ce 20h, deuxième rendez-vous de la semaine. Voici pour vous les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, le TAC 2021 referme ses portes sans la traditionnelle conférence au sommet des chefs de l'État. En 4 jours de travaux, seulement 2 traités sur 13 ont été signés. On fait le point dans un instant avec notre reporter sur place. Sorti de la 5e promotion de l'Académie de police, 110 élèves officiers changent officiellement de statut. Les désormais commissaires et sous-lieutenants de police sont invités par le chef de l'État à plus d'abnégation et de patriotisme dans l'exercice de leurs fonctions dans ce contexte de crise sécuritaire. Et puis, un nouveau mouvement vient de naître. Il s'agit de la rupture positive, un mouvement fondé par une coalition de partis et associations qui fait de la réconciliation, la refondation et la reprise de ses idéaux. Des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir à vous et merci de choisir ce 20h. TAC 2021, les rideaux sont tombés. En 4 jours d'échanges dirigés par les premiers ministres des deux pays, on note la signature de seulement 2 traités sur 13 au départ. L'un porte sur la circulation des produits locaux et l'autre sur les échanges culturels. Ce 9e TAC ne connaîtra pas non plus la traditionnelle conférence au sommet des chefs de l'État. Traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, 9e édition, un TAC de la résilience au format minimal, mais tout de même un TAC utile pour entretenir les relations fraternelles et historiques entre les deux pays frères. Cette maladie a aussi empêché la tenue de nombreuses rencontres bilatérales, dont la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération l'année dernière. La Covid a également conduit à la fermeture des frontières entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, qui a eu pour conséquence de freiner considérablement la circulation des personnes et des biens ou d'empêcher l'organisation d'activités culturelles et artistiques favorisant le rapprochement de nos deux peuples. Aujourd'hui encore, dans un contexte sanitaire incertain et face aux difficultés liées à cette fermeture de nos frontières, la question de leur réouverture se pose à acuité. C'est le lieu d'exhorter nos gouvernements à poursuivre, sous la haute autorité de nos chefs d'État, leurs actions concertées pour riposter, réduire, puis, in fine, éradiquer l'influence néfaste de ces fléaux, en mutualisant nos moyens, notamment en matière de renseignement, de formation des acteurs de la lutte contre le terrorisme, évidemment de réponses sécuritaires et militaires, mais aussi en matière de politique de développement partagée. Car c'est l'alliance de la prospérité et de la sécurité qui permettra réellement de mettre fin à ces menaces. Le communiqué final a relevé les progrès et les difficultés dans l'exécution des décisions et recommandations des traités et conventions existantes entre les deux pays sur les divers sujets de coopération d'intérêt commun. Seulement 2 traités sur 13 ont été signés, notamment un accord portant sur la facilitation de la circulation des produits locaux et un autre sur les échanges culturels. Et quand vous regardez la nature donc, des accords qui sont signés, ce sont des choses dont la mise en œuvre se font dans le temps. Lorsque vous parlez de la libre circulation des biens et des personnes, à chaque fois qu'il y a des décisions au sommet, au niveau des exécutifs, il faut bien veiller à ce que l'administration les applique. Parce que si on prend les décisions au sommet et que sur le terrain, on a des fautes réalisées de l'administration, ce n'est pas des problèmes qui sont définitivement résolus à une seule signature. Ça nous permet au fur et à mesure donc, de débloquer, de sauter les goulots d'étranglement qui empêchent les choses de se mettre en œuvre. Les autres projets de traités qui n'ont pas pu être finalisés sont toujours en cours de négociation. La question de la réouverture des frontières terrestres, réclamée par les populations, n'a pas également été résolue, mais des recommandations ont été faites au ministère en rapport avec la question.
C'est une question qui ne doit pas être donc examinée entre deux pays seulement, parce que c'est une question qui est prise en charge au niveau donc de l'UEMOA. Et au niveau de l'UEMOA, il y a déjà une feuille de route qui impose à l'ensemble des ministres donc, de l'UEMOA, les ministres de la Santé, de faire une feuille de route pour l'ensemble des pays, de manière à ce que nous puissions assister à une ouverture concomitante des frontières. Sans toutefois relever clairement un refroidissement des relations diplomatiques ivoiro-burkinabé, le 9e TAC a été vécu par certains experts et observateurs comme un TAC au forcing qui a tenté de sauver les meubles, mais très difficilement vu les différentes difficultés organisationnelles qui ont émaillé sa tenue. Il se tiendra désormais tous les 2 ans. Retour au Burkina Faso et fin de formation à l'Académie de police. La 5e promotion des élèves commissaires et officiers de l'Académie de police a effectué sa sortie ce mardi 27 juillet 2021 dans la commune rurale de Pabré. Après 18 mois d'intense formation et de sacrifices, tous les 110 stagiaires ont été jugés aptes à porter leurs différents grades. Mamitriana Kamabou, Samira Witrako. Ils sont au total 110 élèves officiers et commissaires de l'Académie de police de Pabré à arborer leur galon de commissaire et de sous-lieutenant de police ce mardi 27 juillet 2021. Et après 18 mois de formation qui a consisté à construire chez les stagiaires leur attitude et aptitude idoine dans le contexte sécuritaire marqué par les attaques terroristes, ces hommes ont été déclarés dignes de diplôme de l'Académie de police. Vous devez toujours avoir un comportement exemplaire et exempt de reproches en tout temps et en toutes circonstances. Sachez que le chef n'exprime pas publiquement ses sentiments et se doit de ne jamais décevoir ceux qu'il a l'honneur de commander. Les galons que vous allez porter tout à l'heure confirment sans doute votre formation. Lors de vos futurs engagements, vous aurez besoin de savoir-faire technique et de votre savoir-être, de votre personnalité. Cette 5e promotion a pour nom de baptême Unité. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a invité ces hommes à plus d'abnégation et de patriotisme partout où ils seront appelés à servir. C'est parce qu'on est unis dans une même vision qu'on peut avoir des succès. C'est parce qu'on est unis également qu'on sait se préoccuper des problèmes des uns et des autres. Cela est important. Parce que autant nous devons exiger des populations le respect de nos agents de sécurité, principalement des agents aussi de police, autant nous devons avoir un comportement de respect également vis-à-vis de ces populations. C'est deux choses qui se tiennent. Et je voudrais en tout cas interpeller chacun d'entre nous à ce comportement qui doit nous permettre de sceller un peu plus le rôle que vous devez jouer, qui est de sécuriser la population et de permettre à la population de comprendre également ce que vous faites pour elle. Parrain de cette promotion, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balaza Condé, a prodigué des conseils à ses filleuls. En ma qualité de parrain, c'est tout simplement vous inviter à exécuter votre mission avec fermeté, mais dans l'humilité. À exercer votre autorité sans faiblesse, mais dans la justice. À donner des ordres, mais dans le seul cadre des lois de la République. À commander vos collaborateurs, mais en s'assurant de leur adhésion. À sanctionner les manquements. Je dis bien à sanctionner les manquements, mais en vous astreignant à l'exemplarité. La dynamique de la formation des forces de sécurité à l'aune des mutations de la crise sécuritaire au Burkina Faso, c'est le thème retenu pour cette cérémonie de sortie de la 5e promotion de l'Académie de police. Qui constitue le corps d'exécution de la police nationale. Ces domaines d'intervention se définissent à travers les 3 R, réconciliation, refondation et reprise. Le mouvement La Rupture Positive, créé par un consortium de partis politiques et d'associations, a tenu sa première rencontre ce mardi même. La rencontre, selon les membres fondateurs de ce mouvement, se veut une rencontre d'information, de conscientisation et de mobilisation. On fait le point avec Maxime Jean-Yves Bambara dans ce reportage. La Rupture Positive, c'est le nom du nouveau mouvement lancé par un regroupement de partis politiques et d'associations
avec à sa tête Maître Herman Yamiogo. Ce mouvement sonne la rupture avec la gouvernance actuelle du pays qui, pour lui, ne sert que les intérêts des politiques et non des populations. Les initiateurs de ce mouvement se donnent donc pour credo les 3 R, notamment réconciliation, refondation et reprise. Cette rupture positive, qui n'est pas une rupture pour casser, qui n'est pas une rupture pour aggraver la situation que nous connaissons, pour faire couler du sang, c'est une rupture pour donner la place libre au dialogue franc. La politique, c'est quoi? Dès qu'on parle de CENI, dès qu'on parle de CEPOP, dès qu'on parle d'élections, c'est fini. Il y en a qui tombent dans le coma, il y en a qui sont là, qui trépignent. Il n'y a pas que ça la politique, on rentre dans la politique aussi pour servir la cause nationale. Pour le mouvement La Rupture Positive, les acteurs politiques doivent mettre une bonne dose de sincérité et de franchise dans leurs actions, notamment sur la question de la réconciliation nationale. Il faut aller vers la réconciliation. On veut bâtir le pays, on veut trouver des problèmes au pays, il faut apaiser les cœurs. Il faut penser aussi qu'il y a des gens qui ont souffert et qu'il faut réparer les torts qu'ils ont subis. Donc il faut ça, il faut ce langage-là. Et que s'il y a un dialogue, ce ne soit pas un dialogue à huis clos entre le pouvoir et quelques gens sélectionnés pour parler des problèmes qui intéressent surtout la gestion du pouvoir pour eux-mêmes. Non, il faut que ce dialogue soit cohésif. Et pour une réconciliation cohésive et inclusive, le mouvement des 3 R appelle à la prise en compte des exilés et prisonniers politiques. Nous avons demandé qu'il faut voir les choses clairement. Lorsque dans ce pays-là, dans un pays, nous sommes en crise, il y a un danger, et qu'il y a quelque chose qui peut nous aider, il y a des gens qui peuvent nous aider à repousser ce danger-là. Pour la cause nationale, on doit les faire revenir. Je vous ai expliqué, moi j'ai eu des problèmes aussi sur le régime de Blaise Compaoré, j'ai vu le bien aussi qu'il a fait. Aujourd'hui, il peut nous aider à retrouver la paix, grâce à son expérience. Qu'on le fasse revenir. De la même façon, ceux qui sont détenus à la Makaïra Makou, c'est inimaginable. C'est inimaginable de voir des gens qui ont reçu une bonne formation, des gens qui ont une compétence expérimentée sur le terrain, qu'on garde en prison. Pourquoi? Ça, c'est contre la nation, c'est contre le pays. Cette rencontre se veut, pour les membres fondateurs de ce mouvement, une rencontre de mobilisation et de conscientisation. Selon Maître Herman Yamiogo, la rupture positive est un mouvement en structuration et donc ouvert pour ratisser large avant la constitution de son bureau. Incendie du cabinet de Maître Farama, une délégation de la coalition syndicale apporte son soutien moral et financier à l'intéressé, le Maître Prosper Farama. La coalition a apporté une somme de 2 millions de francs CFA à l'avocat dont le cabinet a été ravagé par un incendie le 17 juillet dernier dans l'après-midi. Un soutien qui permettra sans doute à la structure de se relever très vite après ce drame. Ami Valiant et Maxime Joy-Bambara. Cette visite de courtoisie dans le cabinet sinistré de Maître Prosper Farama, selon Bassolma Bazier, est une manière pour la coalition syndicale de lui apporter son soutien. Une visite qui ne s'est pas faite les mains vides car les représentants des structures syndicales ont apporté la somme de 2 millions de francs CFA en guise de solidarité à l'avocat. De façon gracieuse, il était pour nous un devoir inestimable d'agir conformément aux sillons qui ont été tracés par nos dévanciers. Venir auprès de l'ensemble des représentants du cabinet et leur dire que le mouvement syndical ne va pas trahir sa mission, qui est de défendre des causes justes, qui est de défendre l'honneur, qui est de défendre l'intégrité, qui est de défendre les libertés. Donc, que tous ceux qui sont à l'intérieur, qui souffrent de cette douleur liée à l'incendie, considèrent que cette douleur est unanimement partagée par le mouvement syndical. Nous ne venons pas ici au cabinet parce que nous avons de l'argent à donner. Nous venons pour faire une présence symbolique. Et cette présence symbolique qui s'accompagne d'une enveloppe de 2 millions que nous avons dégagée pour mettre à la disposition de Maître Farama et l'ensemble de ses associés au sein du cabinet. Un geste de solidarité qui n'a pas laissé indifférent Marcelin Ziba, lui qui a représenté Maître Prosper Farama sur les lieux. Il a par la même occasion traduit toute la gratitude de son patron à la coalition et promis que tout sera mis en œuvre pour que le cabinet soit de nouveau fonctionnel dans de brefs délais. Votre assistance dès les premiers instants de la situation qu'a connue le cabinet nous a beaucoup touchés et nous avons vraiment vu la mobilisation, le sursaut de vous tous, de tous les syndicats, donc à notre endroit, et cela est déjà assez pour nous. Et votre acte ce matin, ce geste que vous faites,
Ce matin, vraiment, c'est un plus. Déjà, ce que vous avez fait dès les premiers instants nous a beaucoup conforté et réconforté. Nous sommes sur le point, en tout cas, de nous réinstaller grâce au soutien des uns et des autres. Le soutien moral et de diverses natures dont nous avons pu bénéficier, en tout cas, nous permet d'être debout à ce jour-là. Donc, votre acte et vos mots seront fidèlement retransmis à Maître Farama. La coalition syndicale a, lors de cette visite, réitéré son engagement et sa détermination à œuvrer pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Elle a par ailleurs appelé ses militants à rester mobilisés pour la défense des libertés et droits humains au Burkina Faso. À noter que la délégation était composée des secrétaires généraux de la coalition syndicale. Signature d'un protocole d'accord de financement ce matin entre le ministre en charge des Finances, Lassana Kaboré, et le chef de coopération suppléant du Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso. Par cette signature, c'est environ 3,17 milliards de francs CFA que la Suisse injecte dans l'administration fiscale burkinabé. Sanata Serré, images et commentaires. Cette nouvelle subvention d'environ 3 milliards de francs CFA est destinée au renforcement des capacités opérationnelles de l'administration fiscale burkinabé. Une opération qui vise à contribuer à l'accroissement du niveau de mobilisation des ressources internes et les performances de la Direction générale des impôts. La dite subvention a été concrétisée ce jeudi à travers cette signature de protocole d'accord entre le ministre Lassana Kaboré et le chef de coopération suppléant du Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso. Ce nouvel apport en fait, va principalement servir à consolider les acquis qu'on a pu obtenir jusqu'à présent, mais également d'étendre le registre fiscal ainsi que de moderniser les équipements à disposition et de s'assurer que ces équipements-là fonctionnent avec plus d'énergie verte, donc de l'énergie solaire, pour finalement avoir vraiment un outil donc de collecte des impôts le plus performant possible pour justement mobiliser des ressources au niveau national pour le financement du développement du Burkina Faso. Selon le directeur général des impôts, ce financement vient à point nommé. Pour lui, il va permettre de renforcer les compétences du personnel de l'administration fiscale et des agents techniques, améliorer les réseaux et systèmes informatiques, ainsi que le dispositif anti-fraude fiscale. Il y a un certain nombre de volets, par exemple les impôts fonciers seront améliorés à travers donc le financement du cadastre. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, on a mis en place donc un projet cadastre fiscal qui peine à trouver ses marques. Donc avec ce financement-là, on va relancer ce projet. Un véritable ouf de soulagement parce que ce n'est pas seulement les impôts fonciers qui vont ressentir l'impact, mais tous les autres impôts. Parce qu'il faut pouvoir localiser le contribuable pour pouvoir donc l'imposer conséquemment. Il y a également une partie des fonds qui seront utilisés pour améliorer l'informatisation. Le gouvernement burkinabé et la coopération suisse se disent satisfaits de la mise en œuvre des 2 phases précédentes du projet, au cours desquelles plusieurs acquis ont été engrangés. Cette assistance va porter sur la période 2021-2025 sous la coordination de la Direction générale des impôts. Elle vient en complément au programme d'appui budgétaire général dont la mise en œuvre est assurée par la Suisse au profit du gouvernement burkinabé. Dans le secteur de l'agriculture, le ministre Salifou Ouedraogo a pris part à la table ronde sur le financement de la sécurité alimentaire. Une occasion pour le Burkina Faso de partager son expérience sur les impacts des financements du programme mondial pour l'alimentation sur les résiliences des petits exploitants agricoles. Pour ce projet, le Burkina Faso a bénéficié de 2 financements du programme pour un montant total de 60 millions de dollars sous forme de dons. Michael Tougré. Le premier financement du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité entre 2014 et 2019 était estimé à 35 millions de dollars américains. Un financement qui, de l'avis du ministre en charge de l'agriculture, a permis de soutenir les acteurs de la production vivrière. L'objectif de ce programme mondial est de renforcer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté en octroyant des aides ciblées aux secteurs agricoles des pays à faible revenu. Ce financement a permis de soutenir les acteurs et spécifiquement les petits producteurs des filières vivrières comme le mil, le sorgho, le maïs, le riz, la volaille locale, le porc, le lait, le bétail viande et le poisson. Au total,
plus de 236 000 petits producteurs vulnérables, dont 31% de femmes et plus de 50% de jeunes ont bénéficié des interventions de ce premier financement. Dans le domaine de la production végétale, le financement GASPE a permis d'aménager et mettre en valeur près de 11 000 hectares de bas-fonds pour la production de riz, soit 14% des superficies de bas-fonds actuellement exploitées au Burkina Faso. À cette table ronde sur le financement de la sécurité alimentaire, plusieurs pays partagent leurs expériences sur les impacts du financement du GAFASP en prélude au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Cette table ronde a permis au Burkina Faso de dresser un bilan du projet qui a touché les domaines de la production végétale, animale et le domaine de la promotion de l'accès au financement. Ce premier financement du GAFASP a permis de promouvoir le warrantage, la mise en place de 574 systèmes de warrantage fonctionnels, la construction de 57 magasins équipés pour renforcer les capacités de stockage des produits vivriers. L'action a permis d'éviter le bradage de près de 19 000 tonnes de céréales et de niébé. Le financement GASPE a permis d'accompagner plus de 3 500 petits aviculteurs traditionnels pour produire la volaille, plus de 1750 porcheries et 1700 promoteurs d'embouches bovines et ovines, dont 39% des bénéficiaires sont des femmes et 29% des jeunes. Le financement du GAFASP d'un montant de 60 millions de dollars américains couvre la période 2014-2021. Ce projet a permis de renforcer la résilience des ménages agricoles, notamment les petits exploitants agricoles vulnérables. En novembre prochain, le Burkina Faso abritera la 12e édition des Universités africaines de la communication UACO. Afin de réussir ce rendez-vous continental, le ministre en charge de la communication, Ousseini Tamboura, a procédé dans la matinée de ce jour 27 juillet à l'installation officielle des membres du Comité national d'organisation et les membres du Conseil scientifique. Le dit Conseil scientifique sera chargé du suivi des travaux de l'édition 2021 des UACO. Détail dans ce reportage qui nous est proposé par Salah Tassiré. Les UACO, Université africaine de la communication, se veulent un cadre de rencontres et de partage d'expériences entre chercheurs et professionnels de l'information et de la communication. Un rendez-vous qui vise à promouvoir la communication sur le continent africain. À quelques mois de cet événement, le ministre en charge de la communication installe les membres du Comité national d'organisation et ceux du Conseil scientifique de cette 12e édition des UACO. C'est un autre palier qui vient d'être... qui va s'ouvrir tout à l'heure, après avoir fermé le chapitre de Galian, qui était donc ce rendez-vous de compétition. Et il s'agira ici dans ces UACO de ne pas compétir, mais en tout cas sur la base de thèmes, de thématiques, sur la base de visions convenues par le comité scientifique essentiellement, de bâtir en tout cas des échanges, des communications, pour nous enrichir aussi bien pour nous les journalistes et communicants burkinabés, mais aussi pour l'ensemble du continent, sinon j'allais dire pour le monde entier. Il suffit de regarder dans les rétroviseurs des 11 éditions passées pour se rendre compte que ce n'est plus une édition simplement africaine, mais c'est une édition internationale et qui concerne l'ensemble des experts du secteur de la communication. Sont désignés membres du Conseil scientifique de la 12e édition des UACO Évariste Dakouré, Seydou Ouedraogo, Seydou Dramé, Aïcha Tamboura, Lassina Simporé, Syriac Paré, Baba Ama, Rabanki Aboubark Zida, Jean-Noël Bonkungu, avec en sa tête le professeur Serge Théophile Balima. Ils sont tous des enseignants-chercheurs et professionnels de la communication. Les universités africaines de la communication sont organisées depuis 2004 au Burkina Faso. La 12e édition est prévue pour se tenir en novembre 2021 à Ouagadougou. Au bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, Wahabou Bara, après 5 ans d'exercice, cède le poste de directeur général à Samuel Garané. Il a officiellement pris les rênes de la structure hier lundi. Samuel Garané compte travailler à optimiser le recouvrement du droit d'auteur. La cérémonie de passation de charges s'est déroulée en présence du personnel de l'institution et de nombreux acteurs du monde culturel. Les images dans ce reportage de Mamidri Anakamabou qui porte la voix de Samira Ouedraogo.
Nommé en Conseil des ministres le 22 juillet dernier en qualité du directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, Samuel Garane a officiellement pris fonction ce lundi 26 juillet. Il succède à Walib Bara qui occupait ce poste depuis juin 2016. Tout en reconnaissant le travail abattu par son prédécesseur, le directeur général entrant du BBDA promet de relever les défis au cours de son mandat. Il s'agit entre autres de travailler à optimiser le recouvrement des droits d'auteur et de renforcer la loi 048 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Cette loi-là devrait être suivie d'un certain nombre de tests d'application, notamment des décrets et arrêtés. Mon prédécesseur a déjà contribué à l'adoption de certains textes. Mais je pense qu'il est aussi de notre devoir de travailler à ce que tous les textes qui sont prévus au niveau de la loi soient adoptés. J'ai aussi relevé que nous allons travailler dans la transparence. Il faudrait donc que les droits collectés au niveau du droit d'auteur soient gérés d'une manière transparente. Le directeur général sortant, pour des raisons de santé, a été représenté par le secrétaire général du BBDA, Moïse Koun, à cette cérémonie de passation de charges. Les défis qui ont été relevés, nous avons entre autres la mise en place de l'Assemblée générale des membres et nous avons aussi la mise en place du comité technique d'identification des œuvres, la commission technique d'identification des œuvres dans toutes les sections des droits gérés par le BBDA. Cette commission permet d'éviter les conflits de paternité liés aux œuvres. Donc c'est entre autres les quelques défis que nous pouvons citer, parce que la liste est longue, mais c'est les défis les plus en vue. Profitant de l'occasion, Samuel Garane a exhorté ses collaborateurs à s'acquitter de leurs missions respectives avec professionnalisme, rigueur et loyauté. Il a également invité les responsables des structures fêtières à l'appuyer de par leurs conseils et suggestions afin de mener à bien cette nouvelle mission. Pour le rehaussement du niveau de l'entrepreneuriat culturel au Burkina Faso, Challenge Communication s'implique. Elle a lancé ce matin une formation de 45 jours pour des jeunes entrepreneurs culturels. Cette formation concerne donc 20 jeunes et initiés dans le cadre du projet d'incubateur de jeunes entrepreneurs culturels. À terme, ces bénéficiaires devraient avoir des rudiments nécessaires pour booster leurs projets dans les domaines de l'hôtellerie, la restauration et le coaching. Il est financé par l'Union européenne à travers le Fonds de développement culturel et touristique. Cérémonie de lancement de la formation avec Ami Valiant, toujours avec Samira Midrago. C'est parti pour 45 jours de formation pour ces jeunes entrepreneurs culturels. Un renforcement de capacité qui va permettre d'outiller techniquement les participants. Des connaissances susceptibles de rehausser, selon les initiateurs, le niveau de l'entrepreneuriat culturel au Burkina Faso. Ce sont des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement technique. Ils ont besoin d'avoir les outils nécessaires donc, pour se renforcer, pour mieux gérer leur entreprise. Vous savez, aujourd'hui, les entreprises culturelles contribuent énormément donc, au développement économique du pays à travers la création d'emplois, la création de ressources. Et donc, c'est dans l'intérêt de tous de pouvoir, en tout cas, permettre à ces entrepreneurs-là d'émerger. Ce projet d'incubateur des entrepreneurs culturels émergents a été financé par l'Union européenne à travers le Fonds de développement culturel et touristique. Et aux responsables du fonds d'encourager ces jeunes dans l'atteinte de leurs objectifs. Oui, à la fin, nous attendons que ce projet-là puisse en tout cas s'exécuter dans les normes, selon la convention que le promoteur a signée avec le fonds, que ces 20 incubés en tout cas puissent chacun créer son entreprise et être un acteur culturel de plus au Burkina Faso, que ces 20 puissent formaliser les entreprises et viennent en tout cas taper aux portes du fonds pour solliciter des financements. Là, nous saurons que le projet en tout cas a réussi. Et les retombées, c'est que les gens viennent demander des financements parmi les incubés. Les jeunes entrepreneurs promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour tirer le maximum de profit à l'issue de cette formation.
Nous sommes vraiment très reconnaissants vis-à-vis du FDCT, aussi de l'Union européenne. Pour ce qui concerne nos attentes, Challenge Communication nous a déjà écoutés pour les modules de formation et ont tenu compte déjà dans la phase théorique en inscrivant dans le programme de modules certains aspects que nous avons ajoutés en fonction de nos attentes et des résultats que nous aimerions atteindre. Et nous souhaitons maintenant que dans la pratique, cela puisse se faire puisqu'en théorie, ça a déjà été pris en compte. Cette formation de 45 jours va porter sur plusieurs modules tels que la restauration, le coaching, l'administration culturelle, le marketing digital, l'événementiel, l'audiovisuel et l'hôtellerie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous attendrai demain 20h sur ce plateau pour notre tour de l'actualité sur Tri TV. En attendant demain, prenez soin de vous et n'oubliez pas vos proches. Bonsoir.